Et on continue notre exploration du calcul de prédicats avec les exercices 4 et 5 où nous allons faire preuve d'esprit de contradiction en niant toutes sortes de propositions complexes. Donc dans l'exercice 4, il s'agit de déterminer la négation tout d'abord de la proposition suivante. On veut la négation de pour tout x dans R, il existe un y dans R, tel que pour tout z dans R, x appartient à l'intervalle yz, où z appartient à l'intervalle xy. Donc on va calculer la négation de ce truc-là. Et pour cela, on va utiliser la règle qu'on a déjà utilisée dans l'exercice précédent, à savoir que on prend les quantificateurs dans l'ordre dans lequel ils arrivent et on les inverse, si je puis dire. Donc ça va nous donner, il existe un x dans R, tel que j'ai la négation de tout ce qui vient après. La négation de il existe y dans R pour tout z dans R, x appartient à yz ou z appartient à xy. Or, la négation de ça, puisque cette deuxième partie commence par il existe y dans R, c'est pour tout y dans R, suivi de la négation de ce qui reste, c'est-à-dire pour tout z dans R, il existe, pardon, pour tout z dans R, c'est tout, x appartient à yz ou z appartient à xy. Puisque ça commence par pour tout z dans R, la négation c'est il existe un z dans R, tel que non x appartient à yz appartient à, je parle trop vite, ou z appartient à xy. Et c'est là que j'espère que vous n'avez pas complètement oublié ce qu'on a fait dans le TD1. Il nous reste à déterminer la négation de x appartient à yz ou z appartient à xy. Et ça, c'est, donc on garde toute cette partie-là. Vous vous rappelez, la négation de A ou B, c'est non A ou non B. Autrement dit, non x appartient à yz et non z appartient à xy. Autrement dit, la négation de la proposition 1, c'est il existe un x dans R, tel que pour tout y dans R, il existe z dans R, tel que x n'appartient pas à yz, ou alors, et, pardon, il nous faut les deux, z n'appartient pas à xy. Et donc ce que vous voyez ici, c'est qu'on a obtenu la négation de la proposition 1 de l'exercice 4, sans avoir besoin vraiment de comprendre de quoi parle la proposition 1 de l'exercice 4. On n'a pas essayé de dessiner comme ça, je prends un x dans R, je cherche un y, pour tout z, c'est quoi le contraire de ça, c'est quoi la négation de ça, quelle est la proposition qui est vraie quand celle-là est fausse. Un peu comme ce qu'on avait déjà avec l'étape de vérité. Il nous suffit d'utiliser dans l'ordre nos règles de calcul sur les prédicats pour obtenir la négation. Et une fois qu'on a la négation, si, mettons, on voulait montrer que la proposition numéro 1 était fausse, on pourrait exprimer la négation, et ça nous donnerait un plan de bataille pour comment la démontrer. On devrait montrer qu'il existe un x dans R, tel que pour tout y dans R, il existe un z dans R, x n'appartient pas à yz et z n'appartient pas, excusez-moi, z n'appartient pas à xy. Donc on saurait que pour démontrer que cette proposition tout en haut, la proposition 1 de l'énoncé est fausse, il faudrait qu'on trouve un certain x, tel que ensuite pour chaque y, on peut trouver un z qui dépend de y, tel que ces trois réels vérifient à la fois x n'appartient pas à yz et z n'appartient pas à xy. Et ce, sans avoir eu vraiment besoin de comprendre de quoi parle la proposition 1.
Faisons de même avec la deuxième proposition. Il s'agit cette fois de déterminer la négation de la proposition suivante. Il existe un x dans R, il existe un n dans N, tel que pour tout z dans R, z est supérieur ou égal à n, implique x inférieur ou égal à z. Allons-y, déroulons nos règles de calcul sur les prédicats et sur la négation des quantificateurs. Puisque la proposition commence par « il existe un x dans R », sa négation commence par « pour tout x dans R », suivi de la négation de ce qui vient ensuite. Ce qui vient ensuite, c'est « il existe n dans N, truc ». Donc la négation nous donne « pour tout n dans N, non truc ». C'est quoi non truc? Eh bien, truc commence par « pour tout z dans R », donc la négation commence par « il existe z dans R ». Tel que non, et là il faut mettre notre prédicat, non z supérieur ou égal à n implique x inférieur ou égal à z. Et là encore une fois, j'espère que vous vous en souvenez, la négation de A implique B, c'est A et non B. Autrement dit, ici A c'est z supérieur ou égal à n, et non x inférieur ou égal à z. Finalement, on obtient que la négation de cette proposition numéro 2, c'est pour tout x dans R, pour tout n dans N, il existe un z dans Z, un z dans R, pardon, il est réel celui-là, tel que z est supérieur ou égal à n et x est strictement plus grand que z. Autrement dit, x strictement plus grand que z, qui est lui-même supérieur ou égal à n. Donc cette proposition-là, sa négation, c'est pour tout x dans R et pour tout n, il existe un z que l'on peut coincer strictement entre x et n. Vous voyez que ce n'est pas vrai si on prend un x qui est entier, on peut trouver un entier qui est égal à x, tel que aucun z dans n ne va rentrer. Pardon, tel qu'aucun réel z ne va rentrer entre x et n. Et donc encore une fois, on a pu déterminer la négation de cette proposition complexe avant de s'intéresser à son sens. On obtient ici la négation, sans même avoir vraiment regardé ce que signifiait la proposition 2. Dans l'exercice 5, même topo, mais cette fois avec des propositions, certaines mathématiques et d'autres en langage naturel. Alors la première est écrite en langage mathématique, mais elle est particulièrement complexe. Donc exercice 5, on va déterminer la négation de pour tout epsilon supérieur à 0, il existe un L dans R plus étoile, tel que pour tout A dans R, il existe taux dans A plus L, tel que pour tout est dans R, et là on a enfin la fin des quantificateurs, f de t plus taux moins f de t est inférieur ou égal à epsilon. Ok, on veut la négation de tout ça. Comme toujours, on prend les quantificateurs dans l'ordre dans lequel ils arrivent, et on tombe sur pour tout epsilon supérieur à 0. Là, une tentation serait d'écrire que la négation de pour tout epsilon supérieur à 0,
ça va être il existe epsilon inférieur ou égal à 0. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que ça, en fait, on peut le réécrire pour tout epsilon dans R plus étoile. Et vous savez que quand vous faites la négation de pour tout x dans A, ça vous donne il existe x dans le même A. Les ensembles dans lesquels vivent les variables ne changent pas quand on écrit la négation. Donc ici, puisque la proposition qui nous intéresse commence par pour tout epsilon supérieur à 0, c'est-à-dire pour tout epsilon dans R plus étoile, la négation commence par il existe epsilon dans R plus étoile. Autrement dit, il existe epsilon supérieur à 0, tel qu'on est la négation de ce qui vient après. Ce qui vient après commence par il existe L dans R plus étoile. Donc la négation va commencer par pour tout L dans R plus étoile. Remarquez qu'ici, on aurait pu écrire il existe L supérieur à 0, et la négation aurait été pour tout L supérieur à 0. Encore une fois, les inégalités ne changent pas quand elles sont dans des quantificateurs, puisqu'on garde les variables dans le même ensemble. Suivant, donc on a ensuite pour tout A dans R, donc la négation va nous donner il existe un A dans R. Ensuite, il existe taux entre A et A plus L, ça aussi on aurait pu l'écrire, vous voyez, avec des inégalités, qui dans ce cas-là n'auraient pas été modifiées, quand on passe à la négation, qui est donc pour tout taux dans A plus L. Ensuite, on a pour tout t dans R, qui nous donne il existe t dans R. Tel que on est non f de t plus taux moins f de t inférieur à epsilon, inférieur ou égal à epsilon. Et enfin, la négation de ce dernier bout là-bas, là pour le coup ça va inverser l'inégalité, et on obtient donc il existe epsilon supérieur à 0, tel que pour tout L dans R plus étoile, il existe un A dans R, tel que pour tout taux entre A et A plus L, il existe un réel T, tel que f de T plus taux moins f de T strictement supérieur à epsilon. Encore une fois, on a obtenu la négation de cette proposition complexe sans forcément avoir à comprendre en profondeur ce que signifie la proposition. Et ça tombe bien, parce que c'est tout ce qu'on nous demande ici. La deuxième proposition dont on nous demande de trouver la négation est tout triangle rectangle possède un angle droit. Donc en quelque sorte, on nous demande de calculer la négation de tout triangle rectangle possède un angle droit. Et vous vous rappelez, c'est un peu comme ce qu'on avait fait dans le TD1, dans l'exercice qui parlait de Marie, Jean et Marc. On peut comprendre cette proposition en la traduisant en langage formel, et ensuite on n'aura qu'à utiliser nos règles de calcul de négation des prédicats, négation pardon, des quantificateurs pour conclure. Donc ici l'idée, en quelque sorte, c'est que formellement, ceci s'écrirait pour tout t triangle rectangle. Il existe un angle, il existe un angle droit denté. Évidemment, c'est du langage semi-formel ici, mais ça nous permet de dire que la négation va être il existe un triangle rectangle T,
puisque ça, quelque part, c'est pour tout t dans l'ensemble des triangles rectangles. Il existe un angle droit dans T, donc la négation va être il existe un triangle rectangle. Encore une fois, on change pour tout en il existe et on garde l'ensemble de définition. Suivi de la négation de il existe un angle droit dans T, qui va donc être pour tout angle dans T, l'angle n'est pas droit. Autrement dit, si tous les angles dentés ne sont pas droits, c'est donc que ce triangle rectangle n'a pas d'angle droit. Là, évidemment, on aurait pu le faire directement, hein, la négation de tout triangle rectangle possède un angle droit, c'est il existe un triangle rectangle sans angle droit. Mais ça peut être intéressant de comprendre comment ce passage à du formel peut nous permettre, si on a un doute, de vérifier notre intuition. Dans le troisième cas, on nous demande la négation de la phrase « Pour tout entier x, il existe un entier y tel que pour tout entier z, la relation z inférieure à y implique la relation z inférieure à x plus 1. » Autrement dit, on peut retraduire tout ça facilement en langage formel, là pour le coup c'est déjà très proche. Il s'agit de trouver la négation de la proposition pour tout x dans n, il existe y dans n, tel que pour tout z dans n, z inférieur à y, strictement, oui, strictement, z inférieur à y strictement implique z inférieur strictement à x plus 1. Nous, on veut la négation de tout ça. Donc, comme précédemment, on applique nos inversions aux quantificateurs dans le même ordre qu'ils arrivent. Donc, la négation de ça va commencer par il existe un entier x, tel que pour tout entier y, il existe un entier z, tel que cette implication soit fausse. Autrement dit, tel qu'on ait la négation de l'implication z inférieur à y implique z inférieur à x plus 1. Et donc, on l'a rappelé à l'exercice 4, et vous vous en rappelez certainement du TD1, la négation de l'implication z inférieur à y implique z inférieur à x plus 1, c'est z inférieur à y, et pourtant, on n'a pas z inférieur à x plus 1, autrement dit z supérieur ou égal à x plus 1. Et donc, encore une fois, on voit qu'on arrive très facilement à calculer la négation de phrases éventuellement assez compliquées à comprendre comme ça, à l'oral. On obtient donc, il existe un entier x, tel que pour tout entier y, il existe un entier z, tel que z soit inférieur à y, et z soit supérieur ou égal à x plus 1. J'espère que maintenant les négations d'énoncés complexes construits à partir de quantificateurs n'ont plus de secret pour vous. Peut-être vous vous demandez quel est l'intérêt de ces propositions d'une complexité abracadabrante, mais vous verrez prochainement, notamment en analyse réelle au second semestre, que de nombreuses définitions en mathématiques, la définition de la continuité d'une fonction par exemple, ou de la convergence d'une suite, s'expriment en termes d'énoncés qui commencent typiquement par « pour tout epsilon supérieur à 0, il existe un entier n tel que ». Et du coup, quand vous voudrez démontrer ces propositions, les écrire formellement vous donne un plan d'attaque. Si vous devez montrer pour tout epsilon à 0 truc-muche, la première chose à faire est dire soit epsilon supérieur à 0 quelconque, et essayer de montrer truc-muche. Et si vous voulez montrer qu'une telle proposition est fausse, vous pouvez vous servir des règles qu'on vient de détailler pour écrire la négation de la proposition, ce qui vous donne encore une fois un plan de bataille sur comment démontrer la négation et ainsi démontrer que la proposition est fausse.
toutes sortes de mécanismes comme ça qui vous seront utiles, comme je vous disais, notamment en analyse réelle au second semestre et dans la suite de vos études. Je vous remercie de votre attention.